Très bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette seconde journée de notre colloque youtubeur, youtubeuse, figure, format, savoir, pouvoir. Il faut dire bonjour aux étudiants, aux collègues ici présents, aux intervenants et aussi aux internautes qui nous suivent de l'autre côté de l'écran. Pour commencer cette seconde journée, nous avons une thématique intitulée Comment les youtubeurs changent de regard et changent leur regard. Donc, il y a une ambiguïté sur comment on peut prendre de la distance par rapport à cet objet qu'on étudie attentivement au fil des différentes communications. Pour cette séance, nous aurons donc trois communications qui se caractérisent par leur point d'entrée, on pourrait dire alternatif ou décalé ou original par rapport à la problématique proposée. Euh, L'apport de ces trois interventions est de nous inviter à changer notre regard habituel sur les figures des youtubeurs. En l'occurrence, nous aurons donc trois pistes complémentaires proposées pour les chercheurs. D'une part, et ce sera le cas avec la première intervention, et qu'est-ce qui se passe quand on devient, en tant que chercheur, acteur, youtubeur. Donc, une première possibilité. Avec la deuxième intervention, on sera plutôt dans une posture alternative, se mettre à la place du spectateur, ou essayer en tout cas d'interpréter sa posture. Et dans le troisième cas, se mettre à la place du youtubeur comme témoin ordinaire. Donc, dans une figure peut-être moins starisée ou starifiée de ce que font les youtubeurs. Donc voilà, on va voir des manières de faire émerger des regards obliques sur cette problématique. On va s'intéresser aux manières de faire, aux manières de commenter. On va approcher les postures et les publics. Pour commencer, donc j'ai le plaisir d'introduire Virginie Spies, qui nous accompagne aujourd'hui avec son collaborateur Guillaume Hydro. Vous êtes à l'origine d'une expérience intitulée Des médias presque parfaits. Virginie Spies est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Vous êtes membre de l'équipe Culture et Communication du Centre Norbert Elias. Vous vous positionnez comme sémiologue, comme analyste média. Vous avez notamment approfondi l'étude des objets télévisuels et des figures people avec un ouvrage consacré à ces marchands du bonheur. Je cite le titre de l'ouvrage. Et votre communication émerge de ces soucis que vous avez, cet attachement que vous avez à la circulation des savoirs auprès des publics, au-delà des bancs de l'université. Donc, en témoigne votre travail de décryptage sur le Semioblog, mais aussi donc cette expérience youtubesque des médias presque parfaits, des MPP. Donc je formule deux questions et j'arrête ma présentation. Comment est-ce qu'on voit changer les regards du chercheur quand il s'élance sur YouTube? Comment avez-vous abordé et comment voyez-vous aujourd'hui cette question de la médiation et de la vulgarisation scientifique quand vous partez à la rencontre de vos publics? Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je vais essayer de répondre à ces questions et merci pour votre accueil et ce colloque très intéressant et très bien organisé, donc merci beaucoup. Alors donc il va en effet s'agir de revenir et d'analyser notre expérience, Guillaume Hydro et moi-même, une expérience qui est encore en cours autour de la chaîne YouTube donc créée fin 2016, des MPP, des médias presque parfaits, qui consiste à vulgariser mon travail. Il s'agira d'autre part de proposer une réflexion sur les questions de vulgarisation scientifique et de l'énonciation dans une perspective sémiologique et de sociologie participative. Et du coup, à la fin, on reviendra également sur la question des publics de ces vidéos et la question de la forme festivalière à travers l'expérience du Frames Festival qui se déroule à Avignon. Donc cette recherche repose en partie sur l'observation participante, pensée comme un instrument méthodologique qui consiste à provoquer une expérience sociale, comme le dit Jean Peneff. On est donc sur une démarche concrète, mais également sur l'analyse de cette démarche. Et le regard analytique est donc le produit de l'expérience directe et de l'observation de cette expérience directe. Et donc on va commencer par regarder ensemble la vidéo qu'on a faite donc, pour
j'allais dire ce festival, non, ce colloque. Bonjour les chercheurs derrière l'écran. Avec Guillaume, qui coécrit et réalise avec moi les vidéos des médias presque parfaits, on participe au colloque YouTubeurs qui a lieu à Tours les 9 et 10 novembre prochains. Et dans ce cadre, on nous a demandé de produire une petite vidéo qui expliquerait un petit peu notre communication. Alors, c'est parti! L'idée de cette communication, qui est plutôt un travail exploratoire qu'une recherche aboutie, est de se servir de l'expérience des MPP, des médias presque parfaits, pour réfléchir plus largement à la question des vidéos à vocation scientifique et culturelle. À quelle forme de vulgarisation scientifique avons-nous affaire et comment cela se manifeste à travers la forme festivalière ? Nous, dans DMPP, on parle des médias, avec pour objectif principal de donner des outils de décryptage pour le plus grand nombre. On n'est pas nombreux sur ce créneau. Par contre, il existe un bon nombre de vidéastes qui s'intéressent aux questions scientifiques et culturelles. Les vidéastes du web qui parlent de cinéma, de sciences, de médias mettent en place des formes de médiation et de vulgarisation spécifiques. Prenons deux exemples. Si on regarde les vidéos de François Thorel, le fossoyeur de films qui s'intéresse au cinéma de genre, ou encore les vidéos de Patrick Beau avec Axolot qui s'intéresse aux curiosités de notre monde, eh bien, on constate qu'il s'agit ici de deux formes de vulgarisation bien différentes et qu'ils ne se positionnent pas de la même manière. Là où François Thorel devient parfois un personnage, le fossoyeur, et qu'il fait passer le savoir par la forme fictionnelle, Patrick Beau, quant à lui, se positionne plutôt comme un conteur et il fait passer ses récits sur d'autres supports que les vidéos du web, comme les livres ou les BD. Ce qui est intéressant, c'est que ces formes de vulgarisation scientifique offrent des perspectives nouvelles. Une reformulation du discours scientifique et culturel pouvant aller jusqu'à l'humour, les citations de la pop culture, voire la forme fictionnelle. Nouveauté également dans le fait que le vidéaste peut se permettre des durées variables et donc ne pas dépendre d'un format imposé. Par ailleurs, le statut professionnel de l'énonciateur est peu important. Il se présente rarement sous l'étiquette de vulgarisateur, préférant souvent l'appellation de vidéaste ou de youtubeur. Enfin, le Web 2.0 permettant une forme d'interaction, il est évidemment possible pour les vidéastes de répondre aux commentaires des internautes. Même si, bien sûr, plus la communauté est grande, plus il est difficile de répondre à tout le monde. La question du public est cependant essentielle et il existe des lieux dédiés dans lesquels les vidéastes peuvent rencontrer leur communauté. Et ça, c'est le deuxième point important. Le fait qu'il existe des festivals, des conventions, des rencontres qui permettent à certaines catégories de public qui apprécient ces vidéastes culturels de venir les rencontrer. L'un de ces événements est le festival Frames qui se déroule à Avignon depuis 2016. Et, toujours avec Guillaume, on participe à son comité d'organisation. Du coup, le fait de vivre cet événement de l'intérieur, de sa conception à sa réalisation, nous permet d'avoir la position privilégiée de l'observateur. Ce qui est notable ici, c'est que les vidéastes participent à des activités et notamment des conférences sur leur domaine de spécialité. Et là, on constate que les vidéos du web permettent d'acquérir une forme de légitimité qui dépasse largement le périmètre d'Internet. Les festivals deviennent des lieux de rencontre d'où émergent des discussions culturelles et scientifiques, mais où se pose également plus largement la question de la création vidéo. De nombreuses perspectives de travail s'ouvrent. Elles auront pour but d'articuler sociologie participative et sémiologie. L'objectif, mieux saisir les enjeux de ces formes de vulgarisation scientifique et culturelle, tout un programme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale colloque YouTube. Je vous renvoie évidemment au texte et à la communication que je ferai à cette occasion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne des médias presque parfaits et retrouvez-nous également sur le Semioblog, Facebook et Twitter. Allez, à ciao! Voilà, donc tout est dit, donc je vais vous laisser. On va repartir sur le sommaire du coup.
Voilà. Donc, soucieuse de vulgariser mon travail au théâtre depuis plusieurs années et blogueuse depuis 2005 autour des questions d'analyse des médias. Quelqu'un est en train de décéder derrière. C'est un fantôme. J'accorde de l'importance en fait à témoigner de mes recherches en dehors des bancs des amphithéâtres. De son côté, Guillaume Hydro, qui est à mes côtés là, avec lequel nous avons donc fait la chaîne YouTube, a également le souci de la médiation scientifique. Et après avoir travaillé en agence de communication et pour des institutions publiques, il souhaitait se tourner vers la vidéo de vulgarisation scientifique, pensée comme un outil d'éducation à destination du plus grand nombre. On a donc mis en commun nos regards respectifs et confronté nos points de vue pour créer des MPP, des médias presque parfaits. On pourrait dire que Guillaume en est le producteur, hein, c'est lui qui est le garant de la vision d'ensemble, tout en ayant une connaissance de la sémiologie et de l'analyse des médias. Tandis que de mon côté, je propose les directions scientifiques, j'écris les textes et en assure la présentation. Il nous a donc semblé que YouTube pouvait être un vecteur de vulgarisation scientifique et culturelle adapté à de nouveaux publics et notamment aux plus jeunes. L'idée est surtout de toucher des publics différents, des étudiants ou des personnes qui s'intéressent en général, différents des étudiants que je peux rencontrer à l'université ou des personnes qui s'intéressent en général aux médias et de montrer que l'on peut réfléchir à ces médias et à nos pratiques de façon accessible et surtout pour donner envie d'aller, bien sûr, plus loin. Se sont alors posées plusieurs questions auxquelles je vais tenter de répondre. La question du format, la question du ton, la question de l'énonciation à adopter. J'ai oublié qu'il y avait une slide que du coup tu peux passer. Et celle de la question des archives, très importante pour nous, puisqu'il est absolument illégal d'utiliser des images, et même à des fins pédagogiques. La position, on a réfléchi donc à la position à tenir lorsqu'on est universitaire, et aussi la question importante de la citation des sources bibliographiques. Quand même, quand on est universitaire, on a ce souci-là, et quand on fait des vidéos, on a aussi ce souci-là. On ne peut pas faire pareil, car les notes de bas de page n'ont pas encore été inventées pour YouTube. Et on se pose aussi la question de l'évolution de la chaîne. Donc, sur cette première question de la chaîne, concernant le format, on a commencé par faire des vidéos à base d'archives commentées entièrement en voix off. Donc là, je vous renverrai aux premières vidéos, il y en a 4 ou 5, entièrement en voix off. Et on a eu des retours positifs sur ce travail. Mais au bout de quelques mois, on a décidé de modifier ce format pour plusieurs raisons, notamment le temps de travail que ça prenait de faire seulement des vidéos en voix off, mais aussi des problèmes juridiques, des problèmes de droit, comme je le disais précédemment. C'est pour ça qu'on a opté finalement pour une présentation face caméra, non seulement parce qu'on peut gagner un peu de temps en faisant comme ça, mais aussi finalement on s'est rendu compte que, comme pour le modèle de la télévision, une chaîne YouTube, quand elle était incarnée physiquement par une personne, était susceptible de gagner en visibilité et de créer plus de liens avec le public. On notera par ailleurs que le plus souvent, les personnes qui apparaissent à la caméra sur les chaînes YouTube sont aussi, bien sûr, les producteurs et auteurs de leur contenu. Concernant des MPP, on est dans un cas un petit peu différent puisque nous sommes deux. Et c'est aussi pour cela que désormais, Guillaume fait la voix off quand il y en a à faire. Du point de vue du ton et de l'énonciation, on s'est demandé dans quelle mesure on devait se fondre dans un certain, entre guillemets, ton YouTube. Quel ton adopter, en fait? Est-ce qu'on a envie de faire de l'humour? Est-ce qu'on doit en faire? Et donc, comment toucher la communauté? Est-ce que chaque vidéo doit comporter une certaine dose de divertissement? Donc, on a pensé qu'il faudrait adopter un certain ton avec une part d'humour, mais pas à tout prix. Et d'abord parce que ça nous plaît de faire comme ça. Et de faire des références aussi à la pop culture, hein, parce qu'on sait que ça parle quand même au public de ces vidéos. Mais en tout cas, on ne l'a pas vécu comme une obligation, et on l'a fait, et on le fait encore quand on trouve ça intéressant, mais pas à tout prix. Sur la question de la gestion des archives, ça a été très compliqué, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est donc illégal d'utiliser des images, à moins d'en payer les droits, et même à des fins pédagogiques, et même de manière bénévole. Hein. Donc quand je fais des cours d'histoire de la télé en amphi, ou quand vous en faites vous-même, vous êtes des délinquants. Et moi-même, je suis une délinquante. En France, il n'existe pas donc de droit de citation. Il existe un droit de citation en matière littéraire,
justifiée par un caractère critique, polémique, je cite, pédagogique, scientifique ou d'information, mais ce n'est pas le cas en matière d'œuvres audiovisuelles. Donc, notre premier épisode a été bloqué par l'INA, Institut national de l'audiovisuel, malgré le fait que nous avions discuté avec eux. Mais évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. On ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Et nombre de vidéastes culturels ou scientifiques du web se retrouvent face à ce problème et à des lois obsolètes qui empêchent de vulgariser notre travail à destination du grand public. Ça, on pourra peut-être y revenir dans les questions, sur ces questions professionnalisation et de gestion des archives. Du côté de la position à tenir lorsqu'on est un universitaire, et donc plus largement la question de l'énonciateur, avec les vidéos du web, on est face à un cas assez particulier. En effet, YouTube n'est pas le lieu de l'exposition de ses titres et de ses fonctions. Je ne vais pas commencer à dire bonjour les gens derrière l'écran, je suis universitaire. Tout le monde s'en fout et c'est très bien comme ça. Mais bon, il faut quand même adopter bien sûr une certaine forme de présentation de soi et donc s'adapter aux médias, s'adapter à ses contraintes et s'adapter à ses formes énonciatives. Donc, on a évidemment précisé ce qu'on faisait dans la vie, dans l'à-propos de la chaîne YouTube, également sur le Semioblog, parce qu'on a un blog. Slide, du coup, on a un blog qui s'appelle le Semioblog dont tu parlais tout à l'heure. Mais évidemment, ça n'apparaît pas immédiatement quand on voit nos vidéos. Et donc, on s'est aperçu, et ça, c'est une chose très, très intéressante en termes d'expérience, que la majorité des personnes ne semblent pas du tout s'intéresser au statut de celui qui parle, ni à son niveau d'expertise. Donc, ce qui compte, c'est ce qui est dit, et la façon dont c'est dit, et non pas la qualité et la qualité et la régularité, et pas du tout le statut. Et ça, c'est une chose très intéressante. Voilà, par exemple, il y a des personnes qui peuvent venir dans les commentaires me donner des conseils de lecture. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Hein. Donc ça m'a bien montré que la question n'est pas du tout celle du statut et celle des diplômes. Concernant la citation des sources bibliographiques, plusieurs problèmes se posent à nous. Faut-il le faire dans la description de la vidéo, sur le blog? Faut-il les mettre en avant directement dans les images? Faut-il montrer les livres? Quand on utilise, c'est notre cas, une vingtaine de textes pour construire une vidéo, comment faire pour respecter au mieux les sources? Ici, on rencontre une difficulté. Pour l'instant, nous avons tranché de la manière suivante. Je cite à l'oral et montre les livres qui m'ont le plus servi, vous le verrez dans les dernières vidéos, et les autres apparaissent en bibliographie, dans la description et sur le Semioblog, dans le texte qui accompagne la vidéo, parce je ne peux pas montrer tous les bouquins, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Cette solution ne satisfait pas tout à fait, mais pour l'instant, c'est celle que nous avons trouvée. Du point de vue de l'évolution de la chaîne, l'expérience nous a montré que les changements et évolutions étaient inhérents au média lui-même. Je l'ai évoqué précédemment, nous avons changé de format au cours de l'expérience, puisque la chaîne est désormais incarnée. Et on a développé aussi un autre format qu'on appelle le format en coulisses, qui consiste à aller dans certains médias pour les décortiquer et pour aller à la rencontre de certains médias. Et ça, on va encore le développer. Et nous allons également d'autres projets de développement avec d'autres formats. Sur la façon de travailler, enfin, on fonctionne vraiment comme une équipe de rédaction avec des rendez-vous réguliers, des réunions, des choix éditoriaux, des ajustements. Et on revoit au fur et à mesure notre façon de procéder et de travailler ensemble. Et on procède quand même à un travail de réécriture jusqu'à la fin, même jusqu'au moment de l'enregistrement parfois, où on se rend compte je reste encore un peu scientifique, donc il faut que j'aille encore plus, je fasse des fois certains efforts. Donc voilà pour la première chose. Ensuite, sur la question de la vulgarisation scientifique de la forme fictionnelle, et donc pour dépasser évidemment notre seul exemple, il me reste 5 minutes, l'idée en fait c'est pour moi ici d'étudier et de mettre en œuvre un projet de recherche à l'université d'Avignon sur cette question en fait des vidéos scientifiques et culturelles et de cette forme de vulgarisation.
comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo. Si on suit Daniel Jacobi, qui nous dit que est vulgariser toute pratique discursive qui propose une reformulation du discours scientifique, alors on peut envisager que certaines vidéos sur YouTube soient des discours de vulgarisation. Et là, on voit qu'il existe différentes formes de vulgarisation. Si on prend l'exemple de François Thorel, il opte pour une forme de vulgarisation scientifique qui est très variable. Il y a des moments où il fait la préséance. La préséance, c'est il fait un retour sur un film, il est dans une salle de cinéma ou bien en studio au Pandora. Il fait une forme de critique. Par contre, parfois, et comme vous l'avez mis d'ailleurs les étudiants dans le teaser du colloque, on voit qu'il peut prendre l'habit du fossoyeur et là, il fait entrer, en fait, on entre dans une forme fictionnelle, ce qui ne brouille pas la question de la vulgarisation. Et on peut prendre, en fait, son discours tout à fait sérieusement. De son côté, dans un autre genre, Patrick Beau avec Axolot, qui collabore d'ailleurs avec François Thorel sur un certain nombre de projets, il occupe plutôt la position de l'énonciateur. Il va avoir mettre en œuvre plusieurs formes de récits autour d'un type de narration hybride, si je reprends les termes de Mark Litz en 2012, où on voit que Mark Litz nous dit les textes là sont composés d'images, de messages mixtes présentant des supports différents, répondant à autant d'horizons d'attente qu'il y a de médias. Et Patrick Beau peut être suivi sur sa chaîne et sur ses livres, mais il y a aussi des personnes qui lisent ses livres et qui ne savent même pas qu'il est vidéaste. Donc on voit bien que là, le récit peut prendre son sens et trouver son écho dans différents lieux d'émergence du discours. D'ailleurs, ça me fait penser que Patrick hier a mis une image sur ses réseaux sociaux avec son dernier livre à la FNAC. Et il y a un petit bandeau où est ajouté Patrick Beau de la chaîne YouTube Axolot. Donc on voit comment là, tout un travail de recherche s'ouvre à nous sur la question de la vulgarisation et des références et de la circulation des discours. Si on se pose maintenant la question de la place et du rôle des énonciateurs, on voit que selon les chaînes, la mise en scène des énonciateurs est très variable. Comme je disais, le statut est très peu important. Certaines personnes savent que le fossoyeur de film, François Thorel, a un doctorat en sociologie, d'autres ne savent pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément cela qui compte. Et en effet, cette dimension peut être pensée du point de vue de la présentation de soi. Si on considère les deux dimensions fondamentales de la personnalité individuelle que sont l'acteur et le personnage, si on suit Goffman, on peut interroger ces notions à partir de la façon dont les vidéastes se présentent eux-mêmes. Certains vidéastes utilisent plusieurs personnages, d'autres n'utilisent qu'un seul personnage. Donc là, il y a tout un travail programmatique et intéressant à faire sur cette question de l'énonciation des différents personnages. Et ça a été évoqué hier très justement, de l'attachement à ces différents énonciateurs, en fait, de la part des publics. Si on considère également avec Daniel Jacobi que le discours de vulgarisation scientifique ne possède pas de dimension véritablement stable et reconnue, que ce discours il est nécessairement pluriel, on peut donc considérer certaines vidéos du web comme appartenant à la vulgarisation scientifique. Et ici, voilà, là, je vous renvoie aux différentes vidéos qui ont pu être tournées au Louvre par la Brigade du Livre sur la question des ouvrages, par Patrick Beau, ici, Axolot, sur les curiosités, ou encore par François Thorel sur les différents films qui parlent du Louvre. On voit que là, il y a différents masques dont dispose l'énonciateur pour avancer sur ces questions de vulgarisation scientifique. C'est une chose importante. Et enfin, pour terminer, la question du festival, en fait, comme un lieu de rencontre, puisqu'il existe donc, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, des lieux comme ça très importants, et oui, ce sont des lieux de rencontre. Avec le Frames, en fait, on est sur un festival spécifique puisqu'il s'intéresse particulièrement à des vidéastes culturels et scientifiques. Et donc, au-delà de ce qu'on peut voir dans les conventions plutôt classiques de grandes séances de dédicaces, ici, nous avons des publics qui aiment venir rencontrer les vidéastes et venir assister à des conférences ou encore à des apartés. Là, vous avez la salle 1 du cinéma Le Pandora, où on voit le public écouter une conférence. Je crois que c'est François Thorel. Donc là, on ne parle pas de vidéo, mais on parle bien du fond, en fait, et des questions cinématographiques. Donc la vidéo, ici, est simplement un moyen d'expression, en fait, pour parler de sujets qui dépassent largement
largement les choses. On pourrait mettre les autres slides pour vous montrer ici voilà, la file d'attente au Palais des Papes. Le frame s'étend dans vraiment des lieux différents et patrimoniaux d'Avignon. Il se passe des choses au Palais des Papes et également à l'intérieur du Palais des Papes. Ici, on est au conclave. Ça, c'est une image une photo prise cette année où on voit là, les vidéastes en train de discuter et en train de rencontrer les publics. Voilà. Et donc, pour conclure, on peut dire que ici, c'est vraiment un travail programmatique entre l'analyse d'observation participante et l'analyse sémiologique. Ce qu'on voit, c'est que du côté de l'évolution des vidéos du web, même si les formats se stabilisent, ça a été bien dit également hier, on est quand même toujours dans une forme évolutive. Nous, on le constate, on est toujours en train de se remettre en question, de poser ces questions, d'observer également ce que font les autres et de voir les choses. Je crois que sur l'avenir, j'utilise beaucoup le terme de vidéaste du web et pas forcément de youtubeur. C'est aussi une question qu'on se pose avec le Frames. Pourquoi ? Parce que par exemple, sur Facebook, aujourd'hui, on diffuse, par exemple, nos vidéos aussi en natif sur Facebook. Quand on diffuse sur YouTube, on les met également sur Facebook. Est-ce que demain, on sera des Facebookers ? On n'en sait rien. En tout cas, on est des vidéastes et on utilise les réseaux sociaux. On relève aussi que les festivals constituent des lieux de rencontre où émergent vraiment des discussions intéressantes qui sont culturelles et scientifiques et qui peuvent nous mettre aussi baume au cœur quand on entend les ronchonchons dire que voilà, les jeunes sont sur Internet et que du coup c'est le mal. Eh ben non, parce que parfois ils peuvent aussi en profiter pour se cultiver et donc multiplier leurs usages. Et Enjoy Phoenix n'annule pas les vidéos culturelles. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Au terme de cette recherche, bien plus programmatique qu'aboutie, donc des perspectives de travail s'ouvrent et auront pour ambition d'articuler sociologie participative et sémiologie afin de mieux saisir les enjeux de ces formes de vulgarisation scientifique et culturelle. Je vous remercie. Et abonnez-vous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginie, pour cette présentation. La parole va revenir à notre collègue Jean Châteauvert. Pendant que tu t'installes, Jean, je te présente. Donc, Jean Châteauvert est professeur au département des arts et des lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous enseignez le cinéma et la création audiovisuelle destinée à la télévision et au web. Donc la connexion avec YouTube se fait par cette spécialisation, cette expérience professionnelle aussi de la scénarisation, aussi bien pour le cinéma que pour la télévision, pour le web. Jean Châteauvert a notamment coordonné un colloque d'un écran à l'autre sur les mutations du spectateur. Et dans cette veine, il nous propose aujourd'hui une réflexion du côté des spectateurs. Il analyse certes les mises en scène des youtubeurs, mais sa communication, vous allez le voir, nous invite à penser comment on change le regard quand on adopte le point de vue de l'internaute spectateur qui est fan des youtubeurs. Et aussi, entre YouTube et Facebook, comment on va approcher ces commentaires que les fans laissent aux youtubeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'expérience de visionnage de ces vidéos. Bonjour. D'abord, j'espère que vous n'aurez pas besoin de sous-titres avec cet accent-là. Je vais vous dire, au départ, en fait, la communication que je vous fais ce matin, je vous dis d'entrée de jeu, je vous présente une hypothèse de travail que je suis en train de développer en ce moment. Et en fait, justement, j'espère avoir des commentaires. Il y a peut-être des gens qui vont me dire non, ça marche pas du tout. Mais en fait, ça m'intéresse en fait vraiment d'avoir votre opinion parce que c'est vraiment une hypothèse. Et mon hypothèse, en fait, je dois vous dire, elle s'inscrit dans une réflexion en fait sur le temps. En fait, et puis un peu curieux, en fait, je me suis posé la question. Je disais, est-ce que le web nous impose un temps différent dans notre expérience de visionnement? Et la façon dont je travaille, en fait, j'ai eu envie aujourd'hui, en fait, d'explorer aujourd'hui
la spécificité, qu'est-ce que l'expérience de visionnement, en fait, qu'on cherche comme internaute, en fait, et qu'on trouve parfois lorsqu'on regarde un blog sur YouTube, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Pour nos amis en ligne, il faut se rapprocher du micro et bien. Merci. Bon, excusez-moi. Puis, je vais fonder tout mon travail, en fait, sur une réflexion, en fait, que j'ai entreprise en analysant, en fait, les commentaires que les gens font après avoir vu une vidéo. En fait, lorsqu'on regarde les commentaires, on a des réactions à vif que font les internautes. Et en fait, moi, la question qui me venait, c'était, et si je me mets à analyser ces commentaires-là, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que les gens cherchent, en fait, en regardant une vidéo? Mon corpus, en fait, écoutez, j'ai pris 3 exemples. PewDiePie, Cyprien, Solange, je te parle, je sais pas, en tout cas, c'est des séries. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de présentation. Par contre, je vous dirais, les 3 vont représenter vraiment des déclinaisons. On va voir vraiment des variations dans les commentaires. En fait, puis vous allez voir, c'est des variations qui ont l'air un peu... en fait, je sais pas ce que j'ai envie de dire, c'est comme de l'archéologie. En fait, on commence à scruter, puis une fois qu'on commence à se poser des questions, tout à coup, les trucs prennent des disproportions. Je me dis, mais mon Dieu, j'ai l'impression de découvrir des choses monstrueuses. Je reviens donc, en fait, PewDiePie et Cyprien Solange, en fait, donc, ils s'affichent littéralement comme des youtubeurs, quel que soit un peu le sens qu'on met à ce mot. Vraiment dans une réalisation où on a le sentiment que c'est une personne qui prend la parole devant la caméra. J'ai toujours le sentiment, en fait, quand je regarde Cyprien, quand je regarde PewDiePie, quand je regarde Solange, il y a réellement un être humain, là, il y a une vraie personne, je dis, qui se présente devant moi. J'ai beau savoir qu'ils utilisent des avatars, j'ai beau savoir qu'il y a une équipe technique, souvent, en plus de ça, derrière ces gens-là, malgré tout, j'ai vraiment un sentiment qu'en fait, il y a une réelle personne. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, évidemment, sur les réseaux sociaux, je peux écrire. Je peux écrire à la véritable personne. Quelle que soit toute l'ambiguïté que je mets sous la véritable personne, pensez à toute l'ambiguïté qu'il y a autour de Solange ou Ina, où les gens mélangent à l'intérieur, d'ailleurs, soit dit à passer de leurs commentaires, les deux. Il n'y a pas de distinction vraiment, mais il y a vraiment cette possibilité qu'on peut leur écrire. D'autant qu'en fait, souvent, dans leur mise en scène, on va retrouver ce qu'on appelle cette dimension auto-réflexive où ils parlent de leur travail. Solange qui parle parfois qu'elle manque d'inspiration. Pensez à Cyprien qui explique son métier réellement de youtubeur. Ou PewDiePie qui demande à son club de fans, donnez-moi des suggestions de jeux et tout. Je vous implique et je vous raconte comment je travaille. Et qui fait de sorte qu'au bout, en fait, lorsqu'on regarde ça, on a souvent le sentiment, en fait, qu'il y a une véritable authenticité qui se construit, une authenticité qui nous fait souvent oublier qu'en fait, on est devant quoi? Une performance, qui a un but, obtenir des visionnements, avoir une communauté de fans qui grandit et, bien sûr, aussi avoir des commentaires. Et là, je me suis mis à analyser, OK, une fois qu'on a établi cette possibilité de communication, d'échange, en fait, qu'est-ce que je lis dans les commentaires que font les internautes? Et je vous montre le corpus, en fait, sur lequel j'ai travaillé. Puis, sur le 100%, j'ai un corpus plus large, mais en fait, j'ai retenu ceux-là parce qu'ils sont symptomatiques de certaines choses. Donc, l'extrait, d'ailleurs, qu'on voyait tout à l'heure, mon année 2015, de Cyprien, qui a eu 630 commentaires. Et je me suis amusé aussi à analyser des commentaires qui ont été mis sous son court-métrage. En fait, là, le post où il annonce son court-métrage en janvier. Et là, d'ailleurs, j'ai fait une erreur d'année presque adulte aussi. Je suis allé analyser 3 épisodes, en fait, des commentaires qui ont été mis sous 3 épisodes de presque adulte tout récemment. Et l'idée, vous allez voir, suivant l'objet dont on parle, on trouve vraiment de gros écarts dans les commentaires. PewDiePie, j'ai analysé les échanges qu'il y avait eu autour en 2015.
C'était juste un post qu'il avait mis. C'est Hope everyone's having a great day. 3 décembre 2015. Et je me suis amusé à faire une petite comparaison avec 2017. Et pourquoi? Je voudrais juste vous mettre en perspective, c'est que autant on peut analyser des commentaires à un moment qui sont symptomatiques de quelque chose, autant on voit des grandes variations dans les commentaires au fil du temps et qui démontrent vraiment des relations qui se développent et qui se transforment par rapport à ces YouTubeurs. Solange, tranche de haine, dont on a eu un exemple, et en fait, Solange, c'est un phénomène un peu à part quand même dans cette production-là. Et en fait, c'est ça que justement que je voulais faire, que je veux essayer de vous faire ressortir. C'est justement que Solange, en fait, c'est une autre communauté qui n'a pas tout à fait la même relation qu'elle développe avec leurs YouTubeurs. Bon, là, ce tableau un peu abstrait, là, regardez, en fait, c'est qu'est-ce que c'est si je vous... Est-ce que je peux me rendre... Non. OK, bon. Si vous regardez, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le temps des échanges. Je me suis posé la question, à quel moment les internautes placent-ils leurs commentaires? Puis je vous résume simplement. Si vous regardez Cyprien, mon année 2015... Il sort donc, il l'annonce le 31. Et le 31, qu'est-ce que j'ai? J'ai 80% des commentaires qui vont se faire le jour même. Okay? Et soit dit en passant, c'est vraiment les premières heures concentrent les échanges. Le premier, donc le lendemain, il m'en reste 122. Le 2, il m'en reste 19. Le 3, 9. Commentaires s'arrêtent là. Il n'y a plus de commentaires après coup. Si vous décalez un peu plus bas, vous regardez PewDiePie, même chose, mais PewDiePie, c'est encore plus accentué. C'est 90% des commentaires ont lieu à l'intérieur de la première journée. 301 le deuxième jour, 25, 28, quatrième jour, terminé après, il n'y a plus aucun commentaire. Si vous regardez par décalage, Solange te parle. Solange te parle, qu'est-ce qu'on a, en fait, avec Tranche de haine? J'ai seulement 63% le premier jour. Donc, tout de suite, ça dit, tiens, il n'y a pas la même nécessité d'être là dans le premier jour. Et Solange te parle, en plus de ça, si vous regardez bien, les échanges se rendent jusqu'au 4 de mars. Et en fait, littéralement, qu'est-ce que ça dessine? C'est des fenêtres de temps qui sont variables. Mais si vous regardez, Cyprien et PewDiePie ont sensiblement la même fenêtre de temps. C'est 4 jours pendant lesquels tout le monde, en fait, doit être là pour visionner et commenter, mettre son petit commentaire, mettre son j'aime ou autre chose. Et regardez, je vous disais, il y a des décalages qui sont intéressants. Cyprien, quand je regarde la cartouche, donc il annonce son court-métrage, j'ai sensiblement le même départ avec 70%. Mais si vous regardez, après, tout à coup, je vais avoir, après son court-métrage, je vais avoir des commentaires qui vont revenir pendant 10 mois. Alors que quand les commentaires qui sont liés à la série web, c'est-à-dire sa série web, son blog, littéralement son vidéoblog, 4 jours systématiques, c'est toujours 4 jours, alors que quand il parle de court-métrage, tout à coup, la fenêtre de temps s'agrandit. La série Presque adulte qui est sortie récemment, je veux dire, ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Regardez, il dit, j'arrive avec seulement 40% le premier jour et les échanges durent en moyenne 2 semaines. Et pourtant, je suis toujours avec Cyprien. Donc, la fenêtre de temps aussi varie en fonction du média qu'utilise, en l'occurrence, Cyprien, et que je suis capable de voir comme ça qu'il y a une tendance qui dit, tiens, à l'intérieur quand je suis à l'intérieur de chaque en fait médium littéralement porterait une fenêtre de temps pendant laquelle en fait c'est possible de mettre son commentaire, c'est possible de mettre son vote, c'est possible d'ajouter quelque chose. Je me suis après ça posé la question, mais quand les gens mettent leurs commentaires, à qui ils adressent leurs commentaires? Cyprien, je regarde par rapport à mon année 2015, en fait, qu'est-ce que j'avais? J'avais 148 commentaires qui étaient destinés à Cyprien. J'en avais 4 qui visaient Cyprien, mais par son nom vraiment civique. 58 qui ciblent la communauté internaute. Et j'en ai
communauté d'internautes, c'est-à-dire pourquoi? C'est qu'ils évoquent si peu... C'est un signe. Ils évoquent Cyprien à la troisième personne. Ils parlent de Cyprien comme étant une tierce personne. Et la majorité des messages, quand même, n'ont pas de destinataire explicite. PewDiePie, regardez. Soit dit en passant, Cyprien, donc si vous remarquez rapidement, c'est le quart des messages vise Cyprien, donc s'adresse à Cyprien. Quand je regarde PewDiePie, j'ai seulement 1/10 des messages qui visent PewDiePie. Et c'est une tendance, soit dit en passant, j'ai analysé plusieurs échanges de PewDiePie, tendance qui a varié au fil des années. Mais 2015, donc j'en ai environ 1/10. Après ça, j'ai quelques messages qui s'adressent à l'internaute par son nom, encore une fois, civique. Quelques-uns, 15 seulement sur l'ensemble. Donc, on parle quand même de 3600. Il y en a 15 qui vont parler de lui à la troisième personne. Tous les autres, ça s'adresse vraiment à une communauté d'internautes sans destinataire explicite. Ina ou Solange, parce que là, les deux, soit dit en passant, à l'intérieur d'un même message, d'un même commentaire, vous pouvez trouver les deux noms combinés. Vous passez de l'un à l'autre et il n'y a vraiment aucune distinction. Ina, en fait, quand je regarde, souvent, il n'y a pas de destination. C'est-à-dire, donc, la moitié des commentaires sont destinés, en fait, à Ina. Puis, soit dit en passant, là, il y a une erreur dans les chiffres. Si vous faites le calcul, vous allez dire ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, je me suis gouré. C'est que j'avais utilisé les chiffres aussi avec solangeteparle.com. Et en fait, mon total, en fait, devrait être 313 et non pas 234. Mais en gros, si vous suivez Solange te parle, si vous analysez aussi sur plusieurs échanges autour de Solange te parle, on arrive sensiblement toujours à environ la moitié des messages qui visent notre Solange. Si je pose la question après, ben, finalement, OK, le contenu de ces messages-là, c'est quoi leur finalité? Là, je me suis, encore une fois, là, j'ai fait une analyse vraiment, en fait, en partant de la question du comment les messages étaient formulés. Et PewDiePie, la plupart des commentaires, en fait, si vous regardez, je vous ai donné juste ici quelques extraits. Donc, c'est des réactions et tout. Mais c'est des réactions, en fait, sur le vif. C'est juste une réaction. Et les commentaires qui ont un véritable potentiel dialogique. Okay? Donc, quelqu'un qui invite à avoir une réponse, qui dit « Ah, ben, je réponds à PewDiePie et je te réponds que everyone's having a great day. » Ben, en fait, là où il y a des commentaires qui pourraient inviter à une réponse de PewDiePie, il y en a seulement 21. Cyprien, quand je regarde, en fait, la plupart, justement, étaient des souhaits. J'avais des messages, sinon, qui alternaient entre des gens qui commentaient leur propre année, des gens qui parlaient de leur plaisir à suivre Cyprien. Mais, encore une fois, seulement 23 se présentent comme étant une véritable une invitation à dialoguer avec Cyprien. Solange te parle, j'ai beaucoup de déclarations à Solange, et les commentaires, puis pourtant Solange, on a envie de dire, avec la communauté qu'elle a, ça devrait être des gens qui communiquent réellement, mais la plupart, c'est des déclarations d'amour, c'est des trucs à quel point ils l'aiment, à quel point ils suivent sa série, à quel point ça leur fait du bien, mais il n'y a à peu près aucun commentaire qui dit « Et toi, Solange, veux-tu me répondre? » Ça reste vraiment minoritaire. Et que moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que quand je lis les analyses de Dageral et Martin sur comment les commentaires se font sur Facebook, eux, ce qu'ils disent, c'est que la plupart, sur une page Facebook standard, en fait, au moment où on met notre commentaire, souvent, on prolonge un échange qui se fait par ailleurs. En fait, il y a eu un échange à quelque part, puis on continue notre échange. Quand je regarde l'utilisation des pages Facebook autour de cette série-là, en fait, non. Il y a très peu de dialogue à l'intérieur de ces pages-là. Et ça, c'est frappant. Et je vous dirais, il y a un truc qui est d'autant frappant, c'est si vous allez voir, par exemple, en tout cas en ce moment où j'analyse des échanges autour
du financement, sur la plateforme de financement autour de Noob en ce moment par rapport aux jeux vidéo. Si vous regardez, là, tout à coup, vous arrivez avec un paquet d'échanges, mais extrêmement vifs, soit dit en passant, entre les fans, mais pour l'essentiel, il y a très, très peu de véritables dialogues sur ces plateformes-là. Et si on pose la question, mais puisque ce n'est pas du dialogue, alors c'est fait dans quelle intention? Moi, je pense que le geste premier qui fonde ce geste de parole-là, je disais, pourquoi on intervient sur les réseaux sociaux, pourquoi on met un j'aime, pourquoi on va manifester le fait qu'on est présent, en fait, alors qu'il n'y a pas de véritable dialogue ou très, très peu de véritable dialogue. Je crois que c'est d'abord et avant tout un geste de participation. Et c'est un geste de participation, puis comme je vous disais tout à l'heure, qui s'exécute à l'intérieur d'une fenêtre de temps. Il faut être dans le temps. Et hier, on en parlait, Gustavo, c'est un temps où votre temps, tout à coup, devient un temps grégaire, un temps où votre commentaire va être lu, où si vous intervenez à ce moment-là, vous allez avoir une représentation, vous allez être vu par d'autres personnes. Et je reviens à la question de départ, c'est finalement, qu'est-ce qu'un cherche, un internaute? Et c'est là l'hypothèse, moi, que je vous lance aujourd'hui, c'est de savoir, puisque ce n'est pas un message qui est véritablement dialogique, puisque ce n'est pas un message, en fait, où vous êtes réellement en train d'échanger avec d'autres personnes, mais vous mettez votre commentaire à l'intérieur d'une fenêtre de temps, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas là, justement, quelque chose qui serait un fondement de l'expérience qu'on cherche au moment où on est un internaute en train de se brancher? Je dis un fondement, mais en fait, un fondement qui serait comme une condition à l'expérience. Et cette condition-là, ce serait quoi? Je mets mon commentaire, en fait, à un moment précis où je peux être vu, un moment où mon expérience, en fait, de visionnement me permet de me définir comme internaute, comme personne, mais aussi d'appartenir à une communauté. Et que ce serait d'abord et avant tout, justement, en fait, l'expérience qu'on cherche sur YouTube, au moment où on est en train de suivre ces YouTubeurs. Et là, je fais vraiment une distinction, ces expériences-là sur YouTube versus quand on va voir, par exemple, si vous allez excuser mes référents, si je vais voir un vieil épisode de la première série Star Trek, vous vous souvenez, Capitaine Kirk, là, le vieux, là, je peux le revoir n'importe quand, il n'y a pas de limite. Je peux aller voir un vieil extrait de film, je n'ai pas de limite. Ma série web, non, elle doit s'inscrire à l'intérieur d'une fenêtre de temps. Et attendez une seconde, et que quand je regarde les séries web, en fait, vous allez avoir aussi des éléments de rattrapage. Et un des éléments, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est que quand je regarde les commentaires autour des séries web, c'est qu'en dessous d'un épisode, je peux lire un commentaire, quelqu'un qui dit « Je l'ai raté ». En dessous de l'épisode, la personne écrit « Je l'ai raté ». Tu fais « Mais tu peux pas le rater, il est disponible. En plus de ça, tu es en train de le mettre en dessous. » Mais à partir du moment où je me suis mis à chercher ça, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de références temporelles dans les échanges et que les gens faisaient vraiment, vraiment allusion. Ils parlaient de rattrapage. C'était, tu retournais voir aussi pour te préparer pour la sortie de la nouvelle saison. Tu regardes des épisodes passés parce qu'en fait, tu es en train de discuter de quelque chose qui s'en vient maintenant, mais c'est toujours lié à un temps présent où il y a des échanges possibles. Et ces échanges possibles-là, pour moi, justement, sont fondateurs de l'expérience qu'on cherche comme internaute. C'est que c'est d'abord et avant tout une culture de participation et d'identité. Et Burgess et Green, en fait, parlaient que, justement, la production, quelqu'un qui produit sur YouTube, justement, s'inscrit dans une culture de participation et d'affirmation. Et moi, mon hypothèse, c'est que cette culture de participation et d'affirmation, elle est vraie aussi pour l'internaute qui suit, justement, ces personnes, ces YouTubeurs. Et c'est ça l'hypothèse que je vous présente aujourd'hui. C'est que, en fait, ce qu'on cherche là-dedans, entre autres choses, et c'est peut-être fondateur, c'est que, justement, on cherche un espace de participation et d'affirmation de soi. Merci beaucoup, Jean.
pour cette hypothèse très stimulante. On va maintenant poursuivre avec une troisième communication. Nous devons excuser notre collègue auteur de cette communication, donc Laurie Schmidt, qui a eu un empêchement. Je vais néanmoins la présenter. Laurie Schmidt est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes. Elle est chercheuse au GRESEC et elle nous a proposé une communication intitulée « Les youtubeurs, c'est témoins ordinaires d'événements extraordinaires ». Je ne veux pas la spoiler, je veux simplement dire que c'est notre collègue David Douillère qui fera, non pas sa place, mais qui nous donnera, en tout cas, sa lecture sur l'interprétation du travail à partir du texte tel qu'il a été proposé dans les actes du colloque. Donc, Laurie Schmidt a des connexions thématiques avec l'objet YouTube, notamment par son travail de thèse et qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage, quand les médias utilisent les photographies des amateurs, paru aux éditions de l'INA en 2012. Bien. Les youtubeurs, c'est témoins ordinaires d'événements extraordinaires. Parallèlement à la polysémie du terme YouTube, identifié par Vincent Bullich en 2015, soulignons, écrit Laurie Schmidt, dont je vais lire la communication, soulignons la polysémie du terme YouTuber. Ce dernier désigne des journalistes, des documentaristes, des médias, des entreprises, des citoyens, des amateurs, des artistes, des experts beauté, des gamers, des geeks, etc. Nous envisageons ici des YouTubers spécifiques, les témoins ordinaires, d'événements extraordinaires. Le terme de témoin est utilisé en référence à Renaud Dulon, 1998, qui définit le témoignage oculaire comme, je cite, un récit autobiographiquement certifié d'un événement passé, que ce récit soit effectué dans des circonstances informelles ou formelles. L'expression ordinaire fait écho, bien sûr, à Michel de Certeau, 1980, qui s'intéresse à l'homme ordinaire, héros commun, personnage disséminé. Les individus envisagés sont plus spécifiquement des témoins qui se voient bousculer leur quotidien par des événements extraordinaires, séismes, inondations ou aurores boréales. Ajoutons qu'ils sont majoritairement des youtubeurs d'un jour. Il s'agit souvent de leur seule vidéo postée sur leur chaîne. Nous faisons l'hypothèse que ces youtubeurs se présentent comme des médiateurs au sens d'intermédiaires supplémentaires intervenant dans le processus d'écriture et de réécriture de l'information. Plus loin, YouTube, en tant qu'intermédiateur, Bernard Miège, 2017, se positionne comme un acteur central de la construction sociale des récits d'expérience. YouTube réunit des productions et des acteurs très variés, bien loin des discours quasi exclusifs et encensés sur YouTube, comme vivier de nouveaux talents à l'image des Norman, Cyprien ou autres. Ce constat souligne ainsi une complexification des marchés, notamment médiatiques, où YouTube se construit une place de choix et s'introduit comme un intermédiaire incontournable entre témoins, médias et publics. D'un point de vue théorique, cette recherche, écrit Laurie Schmidt en sciences de l'information et de la communication, croise les apports d'approches sémiotiques des images, sociologiques des pratiques culturelles amateurs et enfin socio-économiques des nouveaux intermédiaires. Pour interroger cette sophistication des médiations, nous nous appuyons, écrit Laurie Schmidt, d'un point de vue méthodologique, sur une analyse de contenu
qualitatives et quantitatives, de 436 vidéos. Plus précisément, notre corpus rassemble 175 vidéos du séisme de l'Aquila en 2009 en Italie, 198 vidéos d'inondations dans le Var en 2010 et 2011 en France, 63 vidéos d'aurore boréale à Tromsø en Norvège en 2014. Les indicateurs pris en compte sont le type de production, la forme et le format, la durée, la personne qui a posté la vidéo, le contenu, le son, les catégories référencées, le nombre de vues, etc. Notre communication, écrit Laurie Schmidt, se structure en 2 temps. Nous verrons dans un premier temps comment les youtubeurs sont des experts par en bas, Flichy 2010. Dotés de compétences, ils développent des arts de faire, Certeau 1980, autour des images. Nous identifierons, écrit-elle, dans un second temps, comment ces youtubeurs, vidéastes ordinaires, braconnent dans la forêt que constitue YouTube, bricolent images et sons, développent des pratiques de mise en ligne, de mise en récit et de mise en public. Première partie, donc, les youtubeurs, des experts par en bas, entre guillemets. Les youtubeurs se dessinent comme des experts par en bas, experts au sens de celui qui s'est, citation, rendu habile par l'expérience, Flichy 2010. L'expertise requise se note dans les activités de captation, de création, mais aussi de diffusion qu'ils mettent en œuvre. Des activités de captation. Certains youtubeurs proposent des images brutes au sens où elles sont tournées par eux-mêmes et diffusées sans être montées et dont le son n'a pas été post-synchronisé. Sur l'ensemble des vidéos, amateurs et professionnels, publiées dans les 3 jours suivant l'événement, ces images représentent seulement 8,5% des vidéos du séisme de l'Aquila, contre 64% de celles des inondations dans le Var 2010 et 56% de celles des inondations dans le Var en 2011. Parmi les vidéos spécifiquement postées par des youtubeurs ordinaires, elles sont largement majoritaires lors des inondations dans le Var. 84,6% en 2010 et 78,8% en 2011. Qu'est-ce qui explique cette forte présence d'images brutes lors d'épisodes hydrométéorologiques? Elle se justifie sans doute par le fait qu'elles rendent compte d'événements locaux, voire hyper-locaux. Elle se justifie sans doute par le fait ces inondations ont touché une diversité de communes où les journalistes n'étaient pas forcément présents. Draguignan, Cotignac, Lorgues, Tarandeau, Vidauban, Saint-Égulphe, Trans, Le Luc, Hyères, etc. Ajoutons que ces images sont de courte durée, allant en moyenne de 1 minute 13 à 1 minute 47 selon les événements. En revanche, les vidéos brutes sont inexistantes pour les aurores boréales. Ce phénomène est difficile à capter et nécessite des compétences, notamment une expertise technique. Les amateurs, fins connaisseurs des appareils photographiques et des logiciels, proposent notamment des time-lapse, c'est-à-dire des photographies accélérées. Par leur expertise technique, les youtubeurs rendent ensuite spectaculaire l'image en saturant les couleurs. Des activités de création. D'autres youtubeurs ordinaires façonnent des vidéos hybrides mêlant contenu professionnel et amateur, images fixes, photos, dessins et animés. Diaporamas sonores, faux journaux télévisés, mix d'images professionnelles tels des zappings ou encore montages souvenirs sont bricolés. Ces images fabriquées peuvent durer en moyenne de 2 à 6 minutes selon les événements. Dans l'ensemble des productions audiovisuelles réalisées par des individus ordinaires, les montages représentent 26,5% pour le séisme de l'Aquila, 10,8% en 2010 et 19,2% en 2011 pour les inondations dans le Var et 15,4% pour les aurores boréales de Tromsø. Les diaporamas sont particulièrement présents lors du séisme de l'Aquila. 36,7% des vidéos amateurs
alors qu'ils sont quasi absents lors d'inondations. Enfin, des timelapses sont majoritairement créés dès qu'il s'agit de rendre compte d'aurores boréales. Elles représentent 69% de la production des youtubeurs ordinaires. Ces réalisations hybrides amènent à s'interroger sur les catégories traditionnelles d'images: vidéo, photo, dessin, images de synthèse, cartes, infographie, light painting, etc. Ces catégories ont-elles un sens ici, dans la mesure où elles s'entremêlent dans les productions réalisées? Des activités de diffusion. Les youtubeurs, enfin, sont dotés de compétences en termes de diffusion de contenus audiovisuels. D'aucuns mettent en ligne des images issues de caméras de surveillance. D'autres postent des images professionnelles réalisées notamment par des médias classiques. Ceci est particulièrement significatif lors du séisme de l'Aquila en 2009, où 59% des vidéos professionnelles sont postées par des individus. Ce constat soulève des questionnements juridiques. Dans quelle mesure un youtubeur peut-il diffuser ou utiliser du contenu réalisé par un média traditionnel sans autorisation de ce dernier? Une fois les contenus postés sur la chaîne, il revient à la communauté de youtubeurs de signaler un contenu pouvant être retiré au motif du non-respect des droits d'auteur, par exemple. Sur YouTube se mêlent également personnes physiques et personnes morales, les médias classiques devenant eux-mêmes des youtubeurs. En effet, ces derniers, appartenant notamment à France Télévisions, les chaînes d'information continue, mais aussi les chaînes locales ou les agences de presse, ou encore les radios, se positionnent sur YouTube dans le temps court de l'actualité. À rebours de certaines idées reçues, ce sont surtout elles qui proposent des vidéos du séisme de l'Aquila et non les dits amateurs. En effet, 69% des vidéos postées sur YouTube dans les 3 jours suivant le séisme sont celles de professionnels. Enfin, diffuser un contenu sur YouTube, ce n'est pas seulement créer un compte Google, une chaîne YouTube, mais c'est aussi associer le contenu à des catégories et des tags, titrer les vidéos et les décrire à l'aide de mots-clés. Les vidéastes ordinaires indiquent pour les aurores boréales le mot-clé « aurore boréale », ainsi que la date, pour 48,71%, et le lieu, pour 53,8% d'entre eux. Les youtubeurs se doivent aussi de créer des miniatures, c'est-à-dire sélectionner une image de leur film qui sera celle référencée et visible dans le player avant de lancer la vidéo. Des compétences de diffusion en termes d'écriture, de référencement, de promotion, de maîtrise des métadonnées sont alors nécessaires pour optimiser la visibilité des vidéos. Tous les youtubeurs créent une chaîne YouTube, condition sine qua non pour publier du contenu en ligne. Une fois la chaîne créée, rares sont ceux parmi les vidéastes ordinaires qui l'alimentent. Seuls quelques-uns ont publié des vidéos lors de différentes inondations. De ce point de vue, la chaîne relève davantage du passage obligé pour publier un contenu et donc se doter d'un compte personnel que d'un espace où l'individu crée dans une logique de série ou de programmation régulière. Ces chaînes, avant tout personnelles, dépassent très rarement le nombre de 500 abonnés. Elles ne peuvent prétendre ainsi à l'obtention d'une URL personnalisée. Seules quelques-unes ont le droit de choisir leur URL de type https://www.youtube.com/user/collection. Pour les youtubeurs ordinaires, c'est en définitive l'occasion qui les conduit à capter, à créer ou à diffuser des vidéos. Témoins d'une expérience, ils l'enregistrent et la partagent sur la plateforme, rendant compte de leur présence sur les lieux, Beyer-Gellin 2005. Ils ne semblent en revanche pas ou peu motivés à se rendre présents sur YouTube. Les youtubeurs des vidéastes ordinaires, entre guillemets. Les contributeurs ici analysés ont pour caractéristique d'être des vidéastes ordinaires. Si ces réalisations se veulent audiovisuelles, quelles sont plus particulièrement leur forme et leur format? La preuve par l'image. Le partage d'expériences passe par la mise en ligne de vidéos brutes. Ces dernières représentent notamment 95% des productions d'individus lambda lors des inondations dans le Var en 2011. L'image est alors présentée comme la trace, la preuve de l'expérience.
Les marques superficielles telles que le flou ou le décadrage entrent en résonance avec les conditions de prise de vue. Au-delà des aspects formels, que donnent à voir ces images? Lors des séismes ou des inondations, les youtubeurs ordinaires filment les événements naturels, les dégâts matériels, davantage que les victimes. Véhicules ensevelis, torrents de boue, maisons détruites se succèdent. Contrairement aux conseils donnés par YouTube, les témoins ordinaires ne commentent que très peu les images brutes enregistrées. Si tel est le cas, c'est pour exprimer des émotions. « Oh là là, la voiture est emportée par les eaux » ou « c'est une zone de guerre ici ». Et quand ils ne s'esclavent pas, seul le bruit ambiant est perceptible, souvent saccadé et grésillant. Ce type de son est présent dans plus de 78% des vidéos brutes des inondations dans le Var en 2010. Sur YouTube, le témoin oculaire, Dulon 1998, connaît ainsi quelques variations. Contrairement au cadre judiciaire, il révèle ses affects. Et contrairement au cadre médiatique traditionnel, la parole n'y est pas centrale. Les témoignages vidéographiques réalisés sont essentiellement visuels et non pas sonores, au regard du faible nombre de commentaires en direct. La mise en ordre par l'image. Les montages créés illustrent également des modalités différenciées de mise en récit et, plus loin, de mise en ordre de l'expérience. Du côté des vidéos de journal télévisé rediffusées sur YouTube, celles-ci s'appuient sur des images tournées par des équipes ou correspondants locaux, mais aussi réalisées par des témoins. Dans ces productions, le journaliste ou l'envoyé spécial donne sens, recontextualise et met en ordre le désordre qu'occasionne l'événement en advenant. Il convoque un registre discursif dramatisant et insiste sur les données chiffrées et factuelles. Ces vidéos professionnelles intègrent interviews, images de secouristes en action, interventions de spécialistes en plateau et images dites amateurs. Lors des inondations dans le Var en 2010, 31% des vidéos postées sont réalisées par des professionnels et utilisent des images d'amateurs. La construction du récit amateur est tout autre. Elle se manifeste soit par une narration autobiographique, soit par la mise en ordre de contenus amateurs ou professionnels existants, et donc par des formes de réappropriation de l'événement. Quand les vidéos sont montrées, une musique nostalgique, aventurière, voire religieuse est utilisée en bande-son avec des titres d'artistes comme Queen, Leonard Cohen, Era, Vangelis, ou encore la bande originale de Titanic. 69% des vidéos d'aurore boréale, 40% des images du séisme de l'Aquila, 5% de celles des inondations dans le Var en 2010 et 11,5% des inondations dans le Var en 2011 contiennent de la musique. Dans cette expérience sensible qui passe par la vue et l'ouïe, le registre de la monstration et non de la démonstration domine. À titre d'exemple, l'expérience de l'aurore boréale n'est pas sur YouTube de l'ordre de l'exploration scientifique, ni même réellement de l'événement médiatique, mais de l'expédition individuelle au Grand Nord. Les images de youtubeurs ne conduisent pas à voir vrai, mais incitent à vouloir voir en vrai. En témoigne la présence d'agences de voyage dans les youtubeurs ou leur référencement dans les catégories voyages et événements. L'image, une adresse. La mise en ligne de ces images vise à les exposer. Dès lors, à qui s'adressent ces images? Si les autopublier permet de rendre public, cela n'entraîne pas forcément la présence d'un public. Robillard, 2007. On atteste par exemple le nombre moyen de vues des vidéos du séisme de l'Aquila. 28 241 vues enregistrées en 2013. Seules 12 vidéos sur 175 dépassent les 100 000 vues. 60% des vidéos d'aurore boréale ne dépassent pas les 200 vues. Notons que si lors du séisme de l'Aquila, ce sont majoritairement des vidéos de médias qui ont été le plus diffusées, celles qui obtiennent le nombre moyen de vues le plus élevé sont les images de youtubeurs ordinaires.
À l'inverse, les inondations du Var en 2010, enregistrées à 69% par des témoins, ont un nombre moyen de vues inférieur à celui des vidéos issues de journaux télévisés. YouTube, dans son discours de présentation, encourage ce type de production ordinaire. Citation, « Nous pensons que chacun mérite de faire entendre sa voix et que le monde n'en est que meilleur lorsque nous écoutons les autres, partageons nos expériences et développons des communautés grâce à nos histoires. » Fin de citation, rubrique à propos. La plateforme telle qu'elle est conçue encadre ces témoignages en invitant les utilisateurs à les classer dans des catégories. Par exemple, des images d'aurore boréale sont référencées à 38% dans Voyages et événements, à 17% dans People et blog, à 11% dans Films et animation, à 9,5% dans Sciences et technologies, 3% dans Actualités et politiques. Les usages de YouTube par les témoins ordinaires relèvent d'usages commémoratifs et mémoriels. La plateforme permet de diffuser des montages en mémoire de tel ou tel événement, dans un temps court, comme en attestent des titres ou descriptions de vidéos publiées dans les 3 jours suivant le phénomène naturel. Lors de l'Aquila, 25,6% des vidéos d'individus ordinaires sont des réalisations en hommage aux victimes. YouTube favorise l'archivage des vidéos et offre ainsi des adresses de stockage de ces images. En définitive, l'étude des usages de YouTube par les vidéastes ordinaires met en lumière 2 versants de cette plateforme, news et mémoriel. Passé le flux de l'actualité, les vidéos captées et créées deviennent des programmes de stock. YouTube se présente alors comme une plateforme d'enregistrement plus que de diffusion. Vincent Bullich, 2017. Conclusion, YouTube, un média de stock d'actualité. Les témoins ordinaires participent sur YouTube de manière spontanée, éphémère, non régulière et minoritaire par rapport à la présence de plus en plus forte de professionnels, notamment de médias traditionnels. Cette pratique ordinaire n'est ni banale ni pauvre, comme l'illustre notamment la diversité et la créativité des productions réalisées, montage vidéo, diaporama, timelapse, etc. Mais aussi les compétences requises en captation, création et diffusion. YouTube est un lieu de partage, d'échange et de brassage, Flichy 2010, de ces témoignages. YouTube se dessine aussi comme un média de stock d'actualité, archivant une pluralité de productions audiovisuelles, professionnelles et amateurs. En tant que média, entre guillemets, les contenus postés sont encadrés par la plateforme à travers son interface, mais aussi grâce aux conseils donnés aux YouTubeurs via la YouTube Creator Academy. YouTube invite à une éditorialisation des contenus produits, citation, par des chaînes, vocabulaire repris de l'univers de la télévision, des recommandations éditoriales ou des classements plus contextuels et moins transparents. Fin de citation. Bescar et Crépel dans Lisée Naudier et Sophio en 2014. En tant que service de stockage, YouTube archive et classe les vidéos. L'évolution de ces services de partage vers hébergement s'est organisée dans le même temps que la baisse des vidéos d'amateurs sur YouTube au profit des contenus propriétaires des acteurs professionnels. Bullich, 2015. YouTube ne constitue pas un média venant d'en bas, Rebillard dans Millerand, Proulx et Rueff en 2010, mais un média où les industries culturelles se placent, tentant de renforcer leur position surplombante. Plus loin, c'est davantage YouTube, et non les YouTubeurs, individuels ou collectifs, ordinaires ou professionnels, qui se positionnent comme un acteur central dans le processus d'information, insistant sur le « partage d'expérience ». Ce constat interroge sur le devenir média de la plateforme, Bullich 2017, tiraillé entre d'une part un discours promotionnel de plateforme UGC, User Generated Content, se dédouanant de toute responsabilité sur le contenu vidéo hébergé, et d'autre part par des logiques d'éditorialisation de vidéos, de production de contenus originaux dans le cadre des YouTube Space
espace de création à destination des créateurs, et de valorisation de contenu par des modalités d'abonnement à des chaînes ou d'achat de programmes à la séance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cette lecture, et merci à Laurie Schmitt d'avoir rappelé aussi ces youtubeurs d'un jour, ces témoins exceptionnels qui font partie aussi de l'expérience de YouTube avec leur montage. On peut amorcer la discussion. J'aurais une petite question juste pour inaugurer l'échange. Ce serait une application du regard de Jean Châteauvert à l'expérience des médias presque parfaits. Donc, ma question juste pour commencer serait pour Virginie et pour Guillaume. Quand vous lisez les commentaires de vos spectateurs, est-ce qu'il y a des typologies qui se dégagent? Est-ce que vous sentez aussi ces fenêtres de temps? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces commentaires? Tu vas? J'y vais. En réalité, il faudrait créer presque une typologie des types de commentaires parce qu'ils sont très variés. Nous, on a la chance qu'ils soient relativement bienveillants, mais ça peut être du conseil technique. Et pour le coup, vu qu'on n'a pas énormément d'abonnés et on dépasse rarement la trentaine de commentaires par vidéo, on est encore en capacité de répondre directement et d'instaurer une instance de dialogue qui est avérée. Par expérience des chaînes qu'on connaît par ailleurs, on sait qu'à partir d'un certain moment, ça devient impossible, ne serait-ce que par aspect pratique et de temps de réponse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et l'avantage d'être deux, c'est que quand il y en a un qui n'a pas envie parce qu'il est énervé par rapport à un commentaire, il dit à l'autre, tu y vas pour répondre. Ah, c'est bien. Très bien, merci beaucoup. Des questions dans la salle, bien sûr. Oui, c'est bon? Non? Oui, ah, d'accord, okay. Je m'entends pas du tout. Donc j'aurais une première, enfin juste une question par rapport que j'adresse à Virginie, mais c'est surtout plutôt au terrain que vous avez mené. Dans les entretiens que j'ai eus et par rapport à mon intervention d'hier, il y avait une question qui faisait partie des questions que je posais tout simplement, c'était quels étaient les contenus que vous n'aimez pas, et j'ai posé cette question aux vidéastes et il y en avait beaucoup, et j'ai observé parfois des comportements, des observations qu'ils faisaient condescendantes, pédantes vis-à-vis de... Alors hier, j'avais distingué les vidéos gaming des autres vidéos et j'ai essayé pendant mon intervention de mettre un point d'honneur à ne pas parler de vidéos gaming en opposition à des vidéos culturelles, puisque j'englobe l'intégralité dans les vidéos culturelles. Donc ça, c'était une observation que j'ai faite dans mes terrains. Et il y a une autre chose qui m'a fait tiquer lors de l'intervention, c'est l'image, la bannière du festival Frames. Et alors j'entends qu'il y a des intentions liées au marketing de l'événement, etc. Mais c'est une image qui est extrêmement intéressante en termes d'analyse iconographique, puisqu'on voit qu'il y a un choix éditorial dans la sélection des vidéastes entre guillemets culturel, mais c'est un terme qui ne me plaît absolument pas finalement, puisque qui n'est pas culturel sur YouTube, est-ce que, enfin c'est pas à moi de dire qui l'est en tout cas et qui ne l'est pas. Et même en termes de placement des vidéastes, moi je remarque par exemple que Florence Porcel était en tout petit en bas à droite en comparaison de Golden Moustache qui, est-ce que eux ce sont des vidéastes culturels plus que Florence Porcel, je ne sais pas. C'est vraiment, enfin, on voit qu'il y a un choix éditorial. Et je vois aussi, par exemple, qu'il n'y avait pas il y a plein de sujets qui n'étaient pas abordés, dont le mien, qui est le jeu vidéo, mais on pourrait revenir au DIY, à toutes ces choses-là, et à d'autres pans de YouTube qu'on peut attribuer à ce qui est culturel ou à ce qui est même de la vulgarisation qui existe, bien sûr, quand même un petit peu. Je contraste mon propos d'hier.
Donc voilà, il y a eu un peu toutes ces observations que moi j'ai faites à propos de mes terrains. Et la question que je vous adresse, c'est est-ce que vous avez effectué des observations similaires en discutant avec les vidéastes qui ont soit participé aux Frames, ou soit ceux que vous avez interrogés, enfin, ceux qui sont vos enquêtés. Voilà. Merci pour ces questions. Je vais t'attaquer, puis après, si tu as d'autres réponses à... la première, est-ce qu'il y a des contenus que j'aime pas, du coup oui, bien sûr. Comme il y a des émissions de télé que j'aime pas ou des films que j'aime pas. Pour le coup, c'est une question qui me gêne qui me gêne, à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que pour le coup, les choses que je n'aime pas, je les regarde pas parce que je suis absolument pas masochiste. Comme les émissions de télé que je n'aime pas, je les regarde pas. Donc oui, certainement, mais en fait, j'essaye de pas porter de jugement pour le coup. Les discussions qu'on avait hier, justement, de jugement quali sur les choses que j'analyse. Parce que voilà, je pense que tout a absolument le droit d'être et de raison. La question qui m'intéresse plus, c'est justement la deuxième, sur la sélection, et sur ce qui est culturel ou qui ne l'est pas, qui est une question intéressante. Et peut-être que j'aurais dû être plus précise dans mon intervention et aussi dans la question du Frames. Donc, alors, la première, en fait, c'est en effet, on peut partir que tout est culture, et on est dans un phénomène social total. Donc, en effet, on est dans une forme de culture. Donc, ça, on est bien d'accord. La question, en fait, là, c'est celle, pour moi, de la vulgarisation, en fait, et donc de prendre un propos. J'aurais pu parler de y penser, j'aurais pu parler de Nota Bene, qui sera là tout à l'heure, qui était là au premier Frames également. Donc, d'avoir un propos scientifique, historique, culturel, sémiologique pour moi. Et quand même, là, je suis désolée de distinguer ça de la blogueuse beauté qui même si elle peut m'apporter un service quand elle m'apprend à mettre de l'eyeliner, ne me vulgarise pas l'eyeliner, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne méprise pas ça, parce que pour le coup, ça peut être très utile, mais pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, sur la question de l'affiche du Frame, c'est oui, bien sûr. Alors là, il y a plusieurs questions et plusieurs réponses à faire. La question, c'est d'abord la programmation. Je suis bien passée pour en parler, puisqu'on est en train de faire préparer le troisième Frames en ce moment. Et donc, on avait une réunion il n'y a pas longtemps là-dessus. Et donc, il y a cette spécificité, c'est qu'en plus, le Frames est fait en partie par des youtubeurs. Donc, il y a aussi cette réflexion, en fait, de qui on a envie d'entendre, que nous demande le public qui est devenu, parce qu'il y a des enquêtes de public, du coup, où Samantha, qui gère le festival, a fait une enquête, justement. Elle a eu les retours. Qui avez-vous d'entendre éventuellement à nouveau, ou de nouvelles personnes. Et donc, il y a ces choses-là à entendre, des désirs des différents organisateurs, et ensuite des invitations à envoyer, accepter ou pas la question de l'agenda. Donc, là, on est vraiment sur plein de données qui vont jouer pour avoir en effet ces personnes-là, et donc venir ou pas, et des gens qu'on voudrait, qu'on peut pas avoir et qu'on espère avoir l'année d'après, ou qui viendront peut-être au 3, qui n'ont pas pu venir au 1, etc., etc. Ensuite, sur la question de la grosseur des noms. Alors là, je crois, mais tu vas peut-être me corriger ou me confirmer. Il me semble que là, on est dans une logique où il faut faire venir du monde. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu financier. On a beau être dans une ville culturelle, dans un festival culturel, il est évident que si un jour on a la chance de participer, nous, en tant que youtubeurs, et qu'on est donc, je sais pas, là pour l'instant on doit être à 3007 ou quoi, on sera en dessous de Golden Moustache, je veux dire, c'est évident, enfin, à un moment donné, voilà, c'est tout à fait normal que les personnes qui sont les plus connues, pour le coup, soient en haut de l'affiche, juste pour que les personnes puissent les voir et donc venir. Et ça se voit également quand on fait une séance de signature ou une conférence. Golden Moustache, on les met dans la salle 1 où il y a 300 places. Et Florence, qui est tout à fait brillante et qu'on aime beaucoup, elle sera peut-être dans la salle où il y a 200 places. Et puis c'est là pour on n'y peut rien, à la limite, je veux dire. Est-ce que j'ai bon là, ou est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Juste préciser que ce qui est connoté derrière enjeu financier, je veux juste préciser que le festival est à peine à l'équilibre, et quand on parle d'enjeu financier, c'est simplement le coût de faire venir ses invités, de louer les salles, etc. C'est pas un événement qui crée du bénéfice. Voilà. Ça, c'est absolument certain, parce que sinon on mettrait que des Golden Moustaches, et un Golden Moustache peut nous permettre d'avoir des plus petits vidéastes et de les faire
acquérir justement plus petit en taille de communauté, bien sûr. Et donc, les gros servent à tirer les petits. Voilà, alors j'ai repéré 3 questions, hein, donc on va commencer par la dernière. La première. Ah oui, la première, oui. Bonjour à tous, je me présente rapidement, Borély Romain, je suis diplômé d'un Master 2 public de la culture et communication à l'Université d'Avignon. J'ai travaillé sur la thématique YouTube, notamment sous la direction de Virginie Spies, ici présente. J'ai soutenu mon mémoire il n'y a pas très longtemps, en septembre, donc ça y est, je suis tout jeune diplômé. Je vais en venir vite fait à la question, parce qu'il y a pas mal de questions, on m'a dit d'être bref. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sur la figure de l'énonciateur. Et alors, c'est peut-être à débattre, mais je remarque qu'il y a souvent un énonciateur, donc la figure du youtubeur est souvent seul face caméra. J'aimerais vous poser la question sur votre expérience sur des médias presque parfaits. Vous êtes 2. Pourquoi avoir fait le choix de faire qu'une présentation? En tout cas, pourquoi Virginie Spies, c'est vous qui êtes à la présentation et pas à 2 avec Guillaume? Et j'aimerais avoir votre avis sur la question, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent 2 youtubeurs, il y en a toujours un, et après des producteurs, des co-auteurs. Merci. Merci Romain, bonne question. La question s'est vraiment posée en fait comme ça, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours en train d'évoluer. Mais quand on a décidé de mettre une figure à l'antenne, au début, moi j'avais dit, regarde, on fait tous les deux. Enfin, l'idée, on a vraiment failli le présenter à 2. Et puis finalement, voilà, je sais pas, plus naturellement, t'as dit non, vas-y. Alors j'imagine, parce qu'il y a des choses inconscientes qui ont dû se passer, mais quand on est arrivé vers l'incarnation, on a essayé de comprendre ce que ça produisait en termes de liens aussi, direct, le regard YY, etc. Et on avait aussi une dynamique très pragmatique sur la simplification de notre système de production, pour que ça prenne moins de temps, qu'on puisse publier plus de contenu, etc. Et je pense qu'avec 2 personnes, alors dans le cadre, ça faisait un peu brouillon, avec du cut, etc. Ça demandait un système de production avec une prise de vue de chaque personne, etc. Au montage, c'était autant d'heures. Donc je pense qu'il y a eu un calcul un peu d'économie et à la fois d'être le plus simple. Et, enfin, une recherche d'efficience sans doute, c'est peut-être pas parfait, peut-être que ça évoluera encore. Pour l'instant, on a choisi ce format, ça nous semble assez équilibré. Qui dit pour l'avenir, on ne sait pas. Merci. Question. Bonjour, Camille Allouin, Université de Poitiers. J'avais 2 questions pour Monsieur Châteauvert. Voilà. Enfin, une question remarque. Hein, je vais éviter d'en faire des tonnes. Vous parlez de communauté. Moi, je m'interroge toujours de manière générale sur le web. Est-ce que c'est vraiment une catégorie d'analyse qui est appropriée, au sens où vous parlez aussi d'une volonté des youtubeurs de faire participer les publics en posant des questions, etc., qui sont les leviers classiques qu'on retrouve en marketing, en com, pour faire participer les gens. Est-ce que c'est pas justement une volonté de produire de l'empathie pour donner la sensation qu'ils ont une communauté, là où au mieux on est face à des publics, au pire face à des clients, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, c'est consommer de la publicité. Donc du coup, je me demande si qu'est-ce qui dans les commentaires que vous avez observés vous permet de dire, entre guillemets, là je suis face à une communauté et pas juste à un collectif, justement vous parlez de temporalité, une bulle temporaire qui viendrait s'agréger, notamment via les algorithmes de YouTube, parce qu'on ne sait pas qui a été recommandé quand, à quel moment. On sait que les algorithmes ont une durée de vie très courte sur les recommandations, donc peut-être que la temporalité est due à ça. Ce qui m'amène à un deuxième point. Je pose les 2 d'un coup. Ok. Par rapport à votre dernière hypothèse, moi je postulerais l'inverse en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait éviter de continuer à définir ce qu'on voit sur le web comme des individus qui participent pas à des communautés, mais qui au final font juste circuler des attributs qui s'inscrivent dans des temporalités et des régimes spécifiques. Autrement dit, est-ce que nos catégories qu'on a l'habitude de prendre, d'espace public, de communauté, de temporalité, est-ce qu'elles sont encore opérantes lorsqu'une grande partie de ce qu'on observe est dépendant des infrastructures dans lesquelles elles sont permises? Et qui dit infrastructure dit ce qui est sous le seuil de visibilité, ce qui est structuré par les plateformes, ce qui est structuré par des échanges auxquels on ne voit pas, qui peuvent être par message privé, qui peuvent être dans d'autres choses, et donc au final des infrastructures qui ne nous offrent pas un cadre stable d'interprétation. Donc ma question est plus large. Où voyez-vous des communautés, et est-ce que justement il ne serait pas temps de repenser nos catégories d'analyse pour ne plus se dire on va toujours rapporter ça à des catégories stables qui ne sont plus du tout stables avec ce qu'on observe sur le web? Enfin, c'est une question plus large d'épistémo, mais... Oui, merci. Si, ça marche. Bon, ça fonctionne? Oui.
Effectivement, c'est une observation intéressante. Je vous dirais, moi, je maintiendrai le terme communauté pour deux raisons. La première, c'est que quand je regarde dans les commentaires, justement, que les gens me font, eux-mêmes réfèrent à une communauté, eux-mêmes utilisent souvent le « nous » lorsqu'ils sont en train de se définir. Et je suis capable de retrouver aussi un autre élément, parfois dans le... En fait, je suis capable de retrouver à travers justement les commentaires des cycles, littéralement, dans les échanges, où c'est un ensemble de personnes qui réfèrent aux mêmes choses, parfois à l'extérieur, et que je suis capable de voir donc un ensemble d'affinités dans laquelle une communauté est en train de se définir. Et moi, c'est cet élément-là qui me donne à penser qu'effectivement, oui, il y a bel et bien des communautés. Est-ce que ce sont des communautés? En fait, et en même temps, il faut faire attention à une chose, parce que quand on pense communauté, c'est pas un internaute qui fait partie d'une communauté. Un internaute peut faire partie d'un ensemble de communautés en fonction d'un ensemble d'affinités qu'il partage avec un ensemble d'individus. Et effectivement, là où je vous donnerais raison, c'est qu'effectivement, l'idée de penser communauté comme étant un bloc fermé est illusoire, parce qu'en fait, il y a une personne... Regardez votre propre navigation. Je veux dire, lorsqu'on navigue, en fait, on fonctionne en fonction d'intérêts, mais qu'en fonction de différents intérêts, tout à coup, je vais changer de communauté littéralement parce que je m'intéresse aussi à telle chose. Donc, effectivement, cette notion-là peut être trompeuse dans la mesure où on peut penser qu'effectivement, c'est un bloc figé, alors qu'en réalité, je dirais, c'est un ensemble. Comme internaute, en fait, au moment où on navigue, en fait, on participe à un ensemble de communautés. Et, soit dit en passant, moi, ce que je trouve très intéressant aussi, si je suis, comme par exemple, je pense à Cyprien. Cyprien, quand je suis les échanges dans le temps, je suis capable aussi de voir, aussi à un moment donné, que sa communauté, en fait, se fractionne. Et qu'il y a littéralement, tout à coup, des gens à l'intérieur. Et je trouve ça très, très étonnant. Tout à l'heure, tu disais, ce que tu n'aimes pas, tu ne le regardes pas. Et tout à coup, Cyprien, je vois des gens qui ne l'aiment plus et qui continuent à les voir et à le dénoncer à l'intérieur. Je me dis, mais tu n'as rien d'autre à foutre dans la vie. Mais ils restent là. Ils sont très, très, très actifs en plus. Ils ne sortent pas de la communauté. Ils restent à l'intérieur de la communauté. Ils retournent intervenir pour dire, arrêtez de le regarder. S'il vous plaît, oui. Et il y aura peut-être... Il y en a deux autres, puis je redescendrai... Ce serait peut-être les dernières. On va voir en fonction des durées des gens. Voilà, ma question est pour Jean Châteauvert, Michael Perret. Je suis intervenu hier. J'avais une question concernant les commentaires que vous analysez. Vous dites à qui s'adressent les commentaires. Moi, j'avais une question pour vous par rapport à quels énoncés est-ce qu'ils réagissent? Parce qu'il me semble, dans votre présentation, on a des fois des commentaires qui sont faits à partir du titre, mais nombre d'autres commentaires sont faits à partir des initiations, éventuellement, qui sont proposées à l'intérieur même de la vidéo, c'est-à-dire certaines phrases, certains effets, etc. Et de votre présentation, je n'ai pas vu cette... granulosité, si je puis me permettre, et peut-être l'avez-vous fait, mais dans votre communication. Alors, est-ce que vous êtes allé à regarder par rapport à quoi ils réagissent, donc telle phrase, et puis du coup, je ne sais pas si vous avez vu ce bon texte de Phil Benson, The Discourse of YouTube, qui est un livre sorti cette année chez Routledge, qui est donc qui comprend chaque vidéo YouTube et l'interface web comme un texte multimodal, et donc une modalité pour réagir à certains événements. Voilà, ma question elle est un peu embrouillée, mais je pense que vous l'avez compris. Merci de cette observation. J'ai vu le livre, je ne l'ai pas encore, il fait partie de mes à lire. Par ailleurs, je me suis amusé justement, en fait... Enfin, vous allez dire, on a des drôles de façons de s'amuser parfois, mais j'ai justement analysé justement en détail avec, je ne sais pas si certains d'entre vous êtes familiers, le logiciel NVivo. NVivo permet justement de faire comme ça de l'analyse où vous venez recatégoriser et tout. Et soit dit en passant, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on commence à analyser effectivement cette granulosité, je trouve ça intéressant comme terme, en fait, des commentaires, on se rend compte... je vais vous donner un exemple simple. C'est pour ça que je parlais qu'il y a des cycles dans les commentaires. Je suis capable de voir que quand j'analyse des commentaires plus en détail,
Puis prenez l'exemple simplement. Combien de fois vous avez vu ça? Tu regardes quelqu'un qui vient de mettre Cyprien ou Normand ou un autre comme ça, ou PewDiePie, que dans les premières minutes, il y a littéralement une guerre pour savoir qui va être le premier. C'est vraiment juste. Et en plus, si vous regardez la durée de la vidéo, ils n'ont jamais vu la vidéo. La vidéo dure 5 minutes, puis à l'intérieur de la première minute, ils sont 3 à dire first. OK. Mais éventuellement, quand je regarde ces vidéos-là, puis je pense en particulier, j'avais analysé aussi toute la série de Guild, en tout cas sur je ne sais pas combien de mois. Quand je regarde les commentaires, en fait, il y a très, très peu de commentaires sur le contenu des vidéos. Et ça me frappe parce qu'en général, souvent, ça va être une réaction, mais pratiquement rien. Comme regardez Solange Tranche de haine, les commentaires étaient à l'effet nul. Je dirais, je me souviens plus c'était quoi le pourcentage, mais c'était la vaste majorité, c'était nous on t'aime, ne les écoute pas et tout, et que c'était juste une réaction. En fait, il y a très très peu de commentaires sur le contenu réel de ce qui se dit. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est essentiellement, ce sont des gens en réaction qui partagent une réaction sur YouTube. Mais concrètement, je vous dis ça, en même temps, il y a des contre-exemples. Pensez, Noob, souvent, il y avait des commentaires sur ce qu'ils devraient faire. Et non pas sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils devraient faire dans le prochain épisode, où vous n'auriez pas dû faire ça comme ça. Bon. Alors, il reste 5 minutes. Il y a 4 questions. Donc, on va jouer à des capsules. Des capsules. Modifions nos temporalités. Bonjour, je suis Judith de l'Université d'Avignon. J'ai une question pour vous, Monsieur Châteauvert. Justement, en plus, en lien de ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez pensé dans votre analyse à prendre en compte la pratique de lurker, qui est celle de simplement lire les commentaires, puisque vous avez énoncé l'hypothèse que laisser un commentaire prolongerait l'expérience spectatorielle. Et est-ce que aussi lire vraiment tous les commentaires ne prolongerait pas cette expérience? Et du coup, certains s'amuseraient à laisser des commentaires tout simplement pour être vus et non pas pour commenter le contenu du coup. Mais je vous dirais, c'est précisément exactement une des hypothèses que j'ai. C'est précisément, je crois qu'il y a beaucoup de commentaires. En fait, si vous regardez, en plus de ça, compte tenu qu'il y a des cycles où tout à coup, je ne sais pas combien, un derrière l'autre, tout à coup, a commencé, il y en a un qui commence à reprendre quelque chose, qui va dire j'ai eu une très bonne année 2015, et tout à coup, ils sont, je ne sais pas combien, un derrière l'autre, à ajouter tout la même chose, et qu'effectivement, ils lisent les commentaires, ils sont en réaction tout à coup à un cycle de commentaires, et tout à coup, ils sont, je ne sais pas combien, à mettre à peu près sensiblement la même chose. Et je vous dis ça dans les cycles. Je vais vous donner un exemple aussi que fait dans les curiosités. Les commentaires critiques à l'endroit de Cyprien. Au début, quand je regarde, en tout cas il y a quelques années, ils apparaissaient au bout de 3 à 4 jours. En fait, c'était toujours dans le dernier millage. Maintenant, si vous lisez les commentaires autour de Cyprien, vous allez, les commentaires plus critiques vont commencer à apparaître souvent à l'intérieur de 48 heures. Et ils sont, je ne sais pas combien, un arrière de l'autre, à coup, à se mettre de plus en plus critiques. Et qu'effectivement, moi, je pense, c'est essentiellement, en tout cas, une des dimensions, à tout le moins, c'est être vu. Et au moment où je mets mon commentaire, non seulement je vais être vu, mais je vais être vu par des gens qui partagent la même idée. Et donc, j'appartiens à une communauté au moment où je mets mon commentaire. Et je pense que ce facteur-là, en tout cas pour moi, ce que me permet de comprendre, en tout cas c'est une des hypothèses que j'ai pour comprendre pourquoi je retrouve des cycles. Et soit dit en passant, j'ai analysé de Guild, j'ai analysé Cyprien, j'ai analysé Normand, j'ai analysé Solange, je te parle, j'en ai analysé comme ça, je ne sais pas combien. Et à chaque fois, je retrouve toujours sensiblement les mêmes cycles. Oui, bonjour. Très rapidement, du coup, pour Monsieur Châteauvert, et ensuite c'est un peu plus transversal, mais question technique plutôt, comment vous comptez prendre en considération le fait qu'il y a des modérations possibles sur les commentaires, notamment de la part des créateurs eux-mêmes qui peuvent mettre une liste de mots pour empêcher certains commentaires? Une première question un peu plus technique. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait aussi un apport
à la réflexion autour des thématiques des vidéos, des thématiques plutôt invitantes des fois au débat et certaines fois non, parce que dans mes entretiens que j'ai fait avec des youtubeurs qui sont plus politiques, qui sont aussi sur la vulgarisation mais plus politiques, effectivement dans les commentaires on peut voir des fois un débat, donc un apport plus dialogique, et c'est ce que notamment au Frames, parce que c'est aussi un public particulier au Frames. Quand j'ai fait mes observations en septembre, le public a un capital culturel institutionnel très très élevé, et notamment dans certaines présentations et certaines apartés, et donc l'aspect dialogique est très très présent sur les commentaires, et ça se voit aussi en convention, contrairement à d'autres conventions où les thématiques et le public est différencié. Merci, en tout cas, pour les présentations. Ben je pense que c'est une observation extrêmement intéressante, parce que moi, c'est l'impression aussi que j'ai de plus en plus, c'est que à l'heure actuelle, on commence à trouver de plus en plus une certaine spécialisation sur YouTube, en fait, qu'on n'avait pas il y a quelques années, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a. Moi, je pense simplement, moi, mon expérience, en fait, parfois, quand je vais voir certains youtubeurs, je cherche de l'information, et effectivement, je cherche de l'information par rapport à un sujet très particulier, et qu'effectivement, là, je vais avoir envie, effectivement, de débattre, alors que pour d'autres choses, je suis complètement dans un autre type d'expérience où, effectivement, il n'y a aucune raison d'avoir un dialogue. Pour faire une petite précision sur justement la recherche de type de dialogue du public de Frames, on a fait une enquête cette année et on a été agréablement surpris de voir qu'ils étaient en recherche de ce dialogue et d'une certaine qualité de dialogue, par exemple, en préférant rallonger des séances courtes de rencontres avec certains créateurs, voire on a eu des demandes de suppression des instances de dédicaces. Alors, ces festivals ont été créés au début autour de la rencontre avec les créateurs et leur communauté. Et c'était beaucoup organisé autour de les séances de dédicaces, leurs objets, leurs goodies, etc. Donc ça a été mis en place aussi au Frames pour satisfaire la demande globale. Et finalement, c'est le public qui vient demander d'arrêter les dédicaces, parce que ce n'est pas la forme d'interaction privilégiée qu'il attend dans ce type de festival. Donc voilà, pour rajouter une petite précision. Une toute dernière question, voilà. Merci beaucoup. Laurence Allard, maître de conférence Paris 3, Lille 3. Donc, une petite question pour Virginie sur la DAVSI, sur la question de l'exception pédagogique. Donc, j'ai été vérifiée, en fait. Donc, il y a de l'exception pédagogique dans la loi DAVSI, hein, et elle est donc contractualisée. Donc, tu as des accords contractuels qui vont être votés, reconduits tous les 3 ans, et donc le dernier est de 2013. Et dans ce cadre-là, tu as un protocole d'accord avec des ayants droit, justement INA et toutes les ayants droit, SACEM, etc. Et donc, non, mais moi, j'ai milité contre la DAVSI, tout ça, donc j'ai fait des pétitions, donc ça va, pas de leçons à recevoir là-dessus, mais donc je la défends pas. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y a de l'exception pédagogique qui est contractualisée dans la DAVSI, donc voilà, donc rappeler quand même cette écoute, peut-être, mais en attendant, nous, on est allé voir l'INA, on a discuté avec eux et ils nous ont bloqué la vidéo manuellement. Et donc on a fait ce texte sur le Semioblog qui reprend le texte de loi. On explique ça. Donc peut-être que... Comment ? Quel texte de loi ? Le code de la propriété intellectuelle. Je sais, j'ai plus le numéro exact de l'article, mais il est sur le... Ouais, mais ce qui régit, si tu veux, par exemple, ce qui va régir le droit de la propriété intellectuelle sur YouTube, c'est la DAVSI. Et dans la DAVSI, tu peux faire jouer l'exception pédagogique. Oui. Apparemment non, puisque c'est par demande manuelle qu'on a demandé à observer notre cas, et on n'a pas eu de réponse positive quant à ça. Le protocole d'accord, il est minimal, parce que c'est droit de citation, il est à 6 minutes. Hein. Alors, c'est juste pour dire. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où le fonctionnement de Content ID qui repère les contenus, déjà c'est un robot. Après, une fois qu'on a contesté, on peut aller vers une vérification manuelle. Mais elle est à la bonne volonté de l'ayant droit. Il n'y a pas de relation bilatérale concernant le faire-valoir pédagogique ou scientifique de ces droits. Donc c'est à l'ayant droit. Et
Nous, on ne peut que demander de relire les choses, mais on n'a aucune possibilité de parler, de défendre. Il y a un levier juridique qui existe, qui est justement que l'exception pédagogique, elle existe dans la loi d'Avzi. Voilà. Et donc, je sais que c'est très compliqué de la faire. Non, je sais tout ça. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut aussi mobiliser ce levier-là. Et donc, puisque en effet, on suit passivement les attaques du Robic Copyright, mais dire qu'il n'y a pas d'exception pédagogique, justement, il y en a une, et il faut s'en saisir, et il faut faire en sorte que ces protocoles d'accord soient beaucoup plus étoffés dans les propositions que les ayants droit nous permettent et les utilisations qu'ils nous permettent. Petite précision, pour en avoir dialogué avec des juristes, et notamment les sociétés de défense de droits d'auteur, etc., qui sont sur ces questions-là, en termes d'espérance que ce fonctionnement s'améliore, ils ont plus d'espérance à ce que justement le fair use un peu à l'américaine arrive un petit peu dans les traités européens. Il y a plus d'espérance que ça et un vrai impact sur la capacité des auteurs à avoir un droit de citation pour les œuvres audiovisuelles, plus que ce qui existe aujourd'hui dans le droit, en tout cas, et en termes de possibilités d'application. Donc dans le fair use, il y a l'exception pédagogique, ça fera partie des exceptions. Voilà, donc c'est pour, ça fera. Et donc, oui, mais justement, il faut s'en saisir. C'est pour ça que je dis dire qu'il n'y en a pas, c'est faux, et dire que il n'y a rien à faire, c'est dommage. J'ai pas dit qu'il y avait rien à faire, et je te renvoie à mon texte sur le Semioblog où j'explique cet article où je le cite exactement. Et pour ceux qui voudraient voir la première vidéo qui a été bloquée sur YouTube, vous la retrouvez bien sûr sur Dailymotion où il n'y a pas de problème. C'est très bien. Jean Chateauvert voulait ajouter un dernier mot et on va clore. Oui, en fait, moi, je voulais revenir sur la communication de Laurie Schmitt, en fait, que j'ai trouvé, soit dit en passant, hyper intéressante. Et je voulais juste vous rappeler un. On va poursuivre les échanges juridiques pendant la pause, sans doute. Okay. Mais juste un truc hyper rapide. Donc, juste pour remettre un truc en perspective, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, la première image filmée, en fait, les premières images prises par une personne avec son cellulaire qui avait été diffusée aux infos, c'était l'attentat dans le métro à Londres. C'est la première image. Et et vraiment, ça a commencé. Et il y avait eu toute une étude en fait, intéressante qui avait été mise sur le fait, c'est quoi les images qu'on valorisait comme étant authentiques de l'événement. Et très rapidement, c'est devenu une culture. C'est littéralement, si on parle de 2005, et à partir de 2007, les images filmées par une personne sur place étaient devenues de plus en plus prisées aux infos. Et il y a un petit détail en fait, technique dans la communication. Il y a un côté juridique. Une fois que votre image, si les images que vous avez filmées sont achetées par un diffuseur, la vidéo est automatiquement retirée et que donc l'image après ça qui va circuler va être nécessairement l'image du diffuseur parce que l'image a été achetée par le diffuseur, donc elle est retirée. Et il y a toute une plateforme, soit dit en passant, sur YouTube, où vous pouvez vendre des images catastrophes. Votre droit de réponse, l'éclairage de Lina, sera la conclusion de cette session, s'il vous plaît. Bonjour, donc moi je suis Seth Proquier, je gère le YouTube de Lina. Donc je vais vous apporter une réponse pourquoi ça a été bloqué. Tout simplement parce que les images qui sont utilisées sont des images qui sont soumises à droit d'auteur. Et nous ne sommes pas titulaires des droits, nous sommes juste représentants des droits. Et vous, comme n'importe quel internaute, ne peut pas utiliser des images de l'Institut sans les acheter. Complètement. C'est d'ailleurs ce que je dis dans l'article sur le Semioblog. La seule petite difficulté, mais on en reparlera tout à l'heure au café parce que voilà, on va pas. C'est qu'on nous avait dit que ça passerait en fait et que ça n'a pas été le cas. Mais, alors la personne qui vous a dit ça s'est trompée. Je ne vais pas donner son nom là, mais, ouais, je vous l'ai tout à l'heure. Bah oui, ça c'est sûr que c'est trompé. Oui, ça. mais je sais bien que vous n'êtes pas. C'est une question de vous êtes les dépositaires et ça évidemment. Enfin, et pour le coup, je travaille avec Lina, c'est même mon éditeur, donc on est restés copains quoi. Oui, non, tout à fait. Mais oui, pour vous expliquer en fait des cas comme ça, on en a 200 par jour. Ah ouais. Donc
La logique est de, pour l'instant, bloquer. Jusqu'au fair use à la française qu'on va voir bientôt. Il y a d'autres solutions. Donc, merci beaucoup pour vos questions aux intervenants.